Bonjour et bienvenue sur Test & Driving, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la voiture la plus branchée du moment. Branchée parce que évidemment c'est une voiture électrique. La Tesla Model S est la première Tesla entièrement développée par les ingénieurs de la marque. En effet, le premier Roadster, sorti en 2012, était dérivé de la Lotus Elise. Seule différence notable, l'intégration des batteries dans le plancher et l'adoption d'un moteur électrique. La Tesla S fait aujourd'hui office de référence et vient bousculer les grosses berlines thermiques allemandes. En effet, en 2017, il s'est vendu plus de Tesla S que d'Audi A6, BMW série 7 et Mercedes classe S. Cette voiture est fantastique sur tous les plans, que ce soit sur le plan technique, des performances et même de l'habitabilité. Alors la Tesla Model S, c'est vraiment une très grosse berline, elle mesure 4,97 m de long pour 1,96 m de large et 1,44 m de haut. Le tout sur une carrosserie très lissée comme vous pouvez le constater. On a très peu d'artifice sur cette voiture, on a des clignotants latéraux triangulaires avec des caméras intégrées. On a aussi des rétros très design avec un jaune chromé, c'est très joli. Les tours de vis sont chromés, on a des poignées chromées qui sortent toutes seules pour accéder à la voiture. Dès qu'on s'approche, elles sortent de la portière et on peut ouvrir la voiture. C'est vraiment très beau. On a des petites caméras intégrées aussi pour la conduite autonome au niveau des montants de porte. Et sur notre voiture, on a des jantes de 21 pouces qui est une option. Une très belle voiture, franchement une très belle ligne. J'accrochais pas trop au début, puis finalement, en la voyant, je la trouve vraiment très belle. Alors évidemment, à l'avant, en l'absence de moteur thermique, on notera qu'on n'a pas de calandre ouverte, percée. On a simplement cette petite fente ici qui représente le sigle de Tesla avec le T au milieu. On a une très belle signature lumineuse qui prend vraiment tout le phare. Et seuls les freins sont refroidis par des prises d'air et la climatisation. Ici on a les anti-brouillard aux extrémités. Les clignotants sont intégrés au feu. C'est vraiment une très belle voiture. De plus ce rouge lui ici est à merveille, elle est vraiment très belle. Elle manque pas de charme, elle est vraiment très agréable à regarder. Alors la face arrière de la Tesla Model S, c'est la partie la moins bien réussie de la voiture pour moi. Comme vous pouvez le constater, on a des feux à LED 3 positions type cristaux, c'est pas tellement joli, moi je n'aime pas particulièrement. On a un très long jaune chromé qui permet quand même de l'identifier. On a le sigle Tesla au centre. Surtout on a l'absence de pot d'échappement évidemment comme c'est une voiture électrique. On a des catadiopes intégrés avec un petit déflecteur. C'est basique, c'est simple, mais ça manque d'originalité. Donc après la présentation extérieure de la Tesla Model S, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller s'intéresser à l'habitacle. Et chez Tesla, le raffinement il commence déjà à l'extérieur dès l'ouverture de la voiture. Pour preuve, regardez cette clé qui est franchement magnifique, qui représente une petite voiture, une petite esquisse. Et avec celle-là, on peut ouvrir donc le capot avant, le coffre, la voiture bien évidemment. Mais au-delà de ça, on a aussi les poignées de porte qui sont affleurantes comme je le disais, mais aussi qui s'extraient des portes pour qu'on puisse ouvrir la porte. C'est franchement du plus bel effet, c'est de la qualité, c'est vraiment très bien fait. Bon alors la Tesla Model S se déverrouille de deux manières. Soit la clé est détectée et les poignées de porte sortent toutes seules, soit on les déverrouille manuellement en appuyant dessus. Ça c'est quand même le raffinement, les rétros sortent aussi. C'est pas mal du tout. Alors première constatation, ce qu'on peut voir c'est qu'on a des vitres sans montant. Que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment très classe. Ensuite on peut noter que sur cette voiture on a une finition en cuir qui est une option. La voiture de série est livrée avec du tissu. Les sièges sont électriques avec de multiples réglages, avec le réglage des lombaires. Et puis surtout on a une finition qui est pas trop mal. Ici on a une finition carbone comme vous pouvez le voir, qui est aussi une option malheureusement. Mais quand même c'est assez raffiné. Vous voyez on a de l'aluminium, c'est du vrai aluminium. Les poignées de porte on a un design qui est vraiment pensé, c'est très bien fait. Ça c'est pour ouvrir la porte. Là c'est pour tirer la porte vers soi. Seul bémol, c'est un petit peu les commandes de vitres qui sont plutôt classiques, ils font penser à de la grande série, on aurait aimé quelque chose de plus travaillé. Alors comme vous pouvez le voir, les sièges sont joliment dessinés, ils sont vraiment très bien, ils sont enveloppants, ils ont des appuis-têtes très bien intégrés, c'est pas mal du tout. Et puis au niveau de l'habitacle, on a un volant qui rappelle évidemment le signe de Tesla, on a 3 branches, on a de l'aluminium avec le sigle chromé au centre, on a les commandes pour la radio, on a des commandes pour activer les menus, mais ça on verra ça un petit peu plus tard.
Le combiné d'instruments, il est digital, on regroupe tout. Alors à droite, c'est la consommation de courant. Au milieu, ce sont les informations de voiture avec les informations sur le roulage. On verra ça tout à l'heure. On a la pendule. Là, vous pouvez le voir, la voiture est éteinte. Pour allumer la voiture, il suffit simplement d'appuyer sur le frein. Voilà, la voiture est démarrée. Alors ça sonne tout le temps, une Tesla, c'est un peu comme ça. Il y a toujours des petits bips partout. Donc là, vous pouvez noter qu'on a 95% de batterie disponible. Et comme je le disais, sur le volant, on a une petite commande ici. Donc on appuie. On peut ouvrir le tout ouvrant. On peut tout régler depuis le volant. Avec des systèmes de pourcentage. Alors là, je suis à 65. Et là, je vais l'ouvrir complet. 100%. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refermer pour la vidéo. Donc voilà, il se referme. Et quand j'appuie de nouveau sur ce menu, hop, je peux tout choisir. Luminosité des écrans, la ventilation, la température, tout est paramétrable. Conducteur passager, on peut tout régler. Donc c'est vraiment très très bien pensé. Les appels, les contacts, tout est paramétrable depuis le volant. Ici on a le petit levier de vitesse avec la marche arrière, le neutre et le parking et la position départ, donc comme il n'y a qu'une vitesse. Les essuie-glaces sont relégués au niveau du commodo gauche. Alors c'est un petit peu déstabilisant au début, on n'a pas l'habitude. On a tendance à débrayer la vitesse, à se remettre en neutre. On a les commandes de clignotant. Alors c'est un petit défaut sur cette voiture, c'est qu'ils sont tout petits, comme vous pouvez le voir. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'intéresser à l'écran central de la voiture, qui est une tablette de 17 pouces, qui fait à peu près la taille de deux iPads, grosso modo. Alors, on va passer un petit peu de temps, parce que franchement, c'est le nerf de la guerre de la voiture. C'est vraiment le cœur de la voiture. Tout est concentré ici. Comme vous pouvez le constater, on n'a pas de bouton sur la planche de bord, très peu, à part sur le volant et les commodos. Sauf qu'ici, on a les warnings, évidemment. Et ici, on a un bouton pour la boîte à gants qui s'ouvre électriquement, mais qui se referme manuellement. Alors, sur cette tablette, qu'est-ce qu'on a? On a donc tout pour la musique, les médias, comme vous pouvez le voir. Sur cette voiture, on a un compte Spotify qui permet d'avoir les musiques illimitées. C'est gratuit, c'est fourni avec la voiture. Ensuite, on a les commandes radio. Ici, on peut avoir les podcasts. Alors, la voiture est connectée en 4G en permanence par un réseau propre à Tesla. Et ensuite, on a les fonctions téléphone. Donc, moi, il est désactivé, donc il n'est pas synchronisé avec la voiture. Ensuite, on a la navigation qui, elle, s'affiche là sur une carte. Donc, l'écran est divisé. Et là, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire tourner les affichages, mais surtout, on peut passer en mode plein écran. Et là, comme vous pouvez le constater, j'ai rentré une destination en province qui est très loin. Et là, on m'indique donc sur la carte les endroits où se trouvent les chargeurs, superchargeurs de Tesla. Donc là, comme vous pouvez le voir, on en a un à Orléans. Il y a donc 8 places disponibles et il y a une voiture qui est en charge. Donc je suis constamment informé. La voiture me dit vous pouvez rouler jusqu'à cet endroit pour recharger. Et quand je vais là-bas, donc ça charge très vite, en 20 minutes on récupère à peu près 250 km. Donc c'est vraiment très bien. Donc ça implique de devoir s'arrêter. Mais en revanche, comme vous pouvez le voir, Tesla a pensé à tout. Puisque ça fait à peu près 2 heures de roulage. Et 2 heures de roulage c'est un temps de repos sur autoroute. Et là vous pouvez voir que vous avez donc les informations, vous avez des toilettes, un restaurant, de quoi prendre un café, dormir et le réseau Wi-Fi. Donc là, vous voyez, on a 7 bornes sur 8 disponibles. On peut charger à 120 kW max. Donc vraiment, vous avez tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez même les sauvegarder en favori. Et puis le GPS, il est reporté sur l'écran central, ici, là, avec toutes les indications au niveau des compteurs. Et surtout, la carte, on fait en fait ce qu'on veut, parce qu'on peut l'agrandir, la réduire, la tourner. Enfin voilà, on fait tout. Comme une tablette tactile normale, évidemment. Ensuite, on peut faire réapparaître le menu du haut. Donc là, on a aussi la fonction agenda qui est synchronisée avec le téléphone. Après, on a les consommations qui apparaissent. Donc là, sur 10, 25 et 50 derniers kilomètres. On a la moyenne. Donc là, moi, j'ai une autonomie de 429 km avec 95% d'électricité. Et on a aussi donc l'instantané qui là me dit en instantané il me reste 242 km restants. Donc ça évolue selon la conduite évidemment, comment on sollicite les équipements. Après on a l'internet avec un excellent site que je vous conseille évidemment, qui est très très bien comme vous pouvez le constater.
le petit trait d'humour. Ensuite, on a une caméra arrière HD qui peut être affichée en permanence. Alors, elle est vraiment pratique parce que déjà, elle est très large, hein, c'est un grand angle. Hein. Même mes appareils photo, ils n'ouvrent pas autant que ça, certains. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, on voit très bien sur les côtés. La définition est vraiment exceptionnelle, hein, c'est carrément génial. Comme toujours, on peut la faire pivoter. Voilà. Et ensuite, on a le menu téléphone hein, qui permet d'avoir les informations du téléphone, envoyer des SMS et autres. Un peu plus bas, vous pouvez le voir, on a une fonction contrôle. Donc vous appuyez dessus. Là, un menu apparaît. Dans ce menu, on peut régler donc le toit ouvrant, comme tout à l'heure, en manuel. Voilà. On a deux modes. Donc là, il est en train de s'ouvrir de nouveau à 50%. On peut aussi le manipuler en mettant son doigt ici. Donc là, il est en mode ventilé. On peut l'arrêter. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fermer. On peut verrouiller ou déverrouiller le coffre avant, les portes, la prise de charge et le coffre. On peut régler l'allumage, l'ambiance intérieure qui se trouve au niveau des contreportes. Donc là, on ne le voit pas parce qu'il fait jour, mais ça s'allume la nuit. Les feux de route automatique, l'éclairage extérieur, on met autour, on fait ce qu'on veut. Non, c'est vraiment complet. C'est vraiment... tout est instinctif, on comprend très vite les choses. Ensuite, on peut régler la suspension. Alors là, on a 4 niveaux. On a un niveau très haut. Là, la voiture est en train de monter. On a un niveau haut, standard, donc pour rouler en général en ville, et bas qui se met automatiquement sur autoroute, donc on peut le régler par rapport à la vitesse. On a surtout une fonction cric quand on veut changer la roue. Ensuite, au niveau de la conduite, on peut tout paramétrer. On a les accélérations, donc là on est en mode standard, là c'est en mode confort, ça permet d'économiser un petit peu de la batterie, la voiture est moins réactive. On a le système d'anti-patinage qui peut être désactivé au cas où on est dans la neige, le sable ou la boue, c'est bien pratique. On peut régler la consistance de la direction assistée, donc confort, standard ou sport, donc ça sera fermé. On a le mode rampage qui permet de faire avancer la voiture lentement quand on lâche la pédale de frein, pardon. Et du coup la voiture, comme une voiture automatique, avance toute seule. Ici on peut régler le freinage récupératif, standard ou réduit. Alors si on met le standard, la voiture a un énorme frein moteur hein, pour récupérer l'énergie, et s'il est réduit, la voiture freine beaucoup moins, elle récupère de l'énergie, mais beaucoup moins. Là, on a le mode éco pour économiser la batterie, aussi comme le mode accélération. Ensuite, on peut régler tout au niveau du climat glacial. Ils appellent ça le climat glacial. Donc là, on a le volant chauffant, qui est très agréable. Les essuie-glaces chauffants pour l'hiver. Ça, c'est très très bien aussi. Et surtout, on a 5 sièges chauffants. Donc là, on appuie une fois. À l'arrière gauche, on est en mode 3, 2, 1. Voilà, tout est vraiment réglable depuis cette tablette. On peut tout désactiver d'un coup. C'est vraiment très très bien. Donc au niveau des compteurs, c'est comme un ordinateur de bord sur une voiture classique. On a les trajets A, trajets B. Depuis la charge, on peut tout faire. On peut réinitialiser. Ensuite, on a l'affichage. Hein. Donc là, c'est pour la tablette. En fonction, on met ce qu'on veut en pourcentage. On peut mettre le mode jour. Le mode nuit, là, il était en mode auto. Donc on va revenir ici, voilà. Là, vous voyez, l'écran est passé au noir plutôt que blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au contrôle. Donc, je vais le remettre en auto. Voilà. Il va s'éclaircir. On a un mode nettoyage hein, qui permet d'appuyer dessus, nettoyer la vitre, ce qui fait qu'on ne touche à rien, on ne désactive rien sur la voiture. Et ensuite, on a les réglages pour le frein de parking. On peut couper l'alimentation de la voiture, donc on peut vraiment tout gérer. Donc après, on a les paramètres qui sont ici, qui permettent de désactiver l'airbag. Les avertisseurs de stationnement. Alors vous allez voir, les avertisseurs de stationnement, c'est quand même assez hallucinant. Donc on va revenir en mode caméra. Hop, ici, hop, on va se mettre comme ça. Et là, je recule. Et vous allez voir que là, la caméra va détecter l'obstacle. Et là, ça va sonner. Et il y a une particularité quand même sur cette voiture, c'est que regardez, on a les radars, mais aussi on a les distances en centimètres. Et ça, c'est quand même juste hallucinant. Vous voyez, là, il me reste 56 cm. Et à 30, ça s'arrête. Stop. Il me dit stop. Et ça, vous l'avez aussi sur l'avant. Et là, je vais m'approcher. Et vous allez voir que la voiture, elle va me dire, attention, il y a un obstacle devant. Et ça va apparaître. Vous voyez là, je suis à 70 cm de l'obstacle. Donc on est vraiment précis. La voiture, elle a beau être un gros gabarit. Hein, elle est énorme. Elle fait 5 mètres de long pour 2 mètres de large. Ben, elle se gare
facilement, on la manœuvre facilement grâce à tous ces radars. Donc après on n'a pas encore fini, parce qu'il y a encore plein de choses. Donc on était sur les paramètres. Là c'est pour la recharge. Donc là on nous dit qu'on a 95% de batterie. Donc Tesla dit qu'il ne faut pas charger la batterie à 100%, c'est pour l'économiser. Là on peut régler l'ampérage de charge, selon le chargeur que l'on a. Et on peut aussi planifier la charge. Donc c'est-à-dire que si on veut la charger la nuit aux heures creuses chez soi pour consommer moins de courant, eh ben on peut tout programmer. Et donc là il est marqué frais superchargeur de chez Tesla, parce qu'à une époque les superchargeurs étaient gratuits. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, sauf si quelqu'un vous parraine. Donc là vous avez les charges gratuites sur les chargeurs Tesla. Donc c'est vraiment très bien. Donc voilà, hein, c'est vraiment très très complet comme voiture, c'est juste hallucinant. Toute la gestion se fait ici dans cette voiture. Il y a aussi un mode, hein, s'il y a un problème, un bug, on appuie sur les deux boutons. Et là, c'est comme un ordinateur, ça réinitialise. Vous allez le voir. Alors, on voit bien toutes les petites traces de doigts sur la tablette, d'où l'intérêt du mode nettoyage. Donc là, la tablette va redémarrer. Donc là, voilà, on a le site Tesla qui apparaît. Et toutes les fonctionnalités de la voiture donc, vont se réinitialiser. Enfin, vont reprendre les programmes enregistrés, hein, évidemment. Mais tout va réapparaître et on va pouvoir de nouveau tout gérer. Voilà, tout est revenu. Alors au niveau de la climatisation, on peut tout régler par le bas de l'écran, comme vous pouvez le constater. Donc on a les sièges chauffants, on peut les activer d'ici, voilà, pour les sièges avant évidemment. Là on peut régler donc la température. On peut désactiver la ventilation, on la coupe. Le dégivrage du pare-brise, dégivrage de la lunette arrière. Là on peut régler le son de la radio. Et après on a un mode ici qui permet de tout régler manuellement. Donc comme vous pouvez le constater, là on peut allumer ou éteindre la climatisation. Là on a le mode de recyclage de l'habitacle hein, qui permet de prendre que l'air intérieur. Et surtout on a un filtre spécifique dessus qui est une défense contre les armes biologiques. Donc ça pressurise l'habitacle et la voiture prend l'air extérieur et elle le filtre. Et ça filtre à peu près 99,8%. On peut, alors je vais le couper parce que ça fait beaucoup de bruit. Ensuite, on a le réglage au niveau des aérations. Alors, vous noterez que les aérations, on n'a pas de petite ouverture-fermeture. C'est très bien pensé. On pousse, là c'est fermé, là on ouvre. Voilà. C'est très fin, c'est vraiment raffiné. Là, on peut régler la ventilation. Et là, on choisit si on met la ventilation permanente ou pas. Alors ensuite, hein, au niveau de la présentation de l'habitacle, il faut savoir que dessus, on a une hi-fi haute définition. Il y a vraiment un très très bon son, donc là je ne le mettrai pas parce que pour des droits d'auteur je ne veux pas avoir d'ennui. Vous pouvez le voir là devant, on a toute une bande avec des haut-parleurs, c'est vraiment très complet. On en a dans les portes, au niveau des montants. Alors vous pouvez noter que là on a une finition Alcantara noir, hein, c'est une option sur cette voiture. Pour le reste on a des rangements un peu partout, donc là on peut moduler comme on veut, on peut séparer, on règle les séparateurs. Là, vous voyez, on a la finition carbone encore. Ici, on a un rangement avec une prise pour brancher les téléphones. Une prise 12 volts, prise USB. On a des ranges gobelets ici. On peut régler les accoudoirs. Alors, ça a vraiment évolué hein, par rapport à la première version depuis qu'elle a été restylée. C'est vraiment très très bien fini. L'intérieur, c'est déjà beaucoup mieux. Alors, les reproches qu'on pourrait faire au niveau de cette planche de bord, c'est un petit peu ces plastiques là. C'est un petit peu dur, c'est rigide. Et surtout, hein, ça bouge un peu, mais bon là hein, je pinaille hein, sincèrement, c'est vraiment une très très belle finition. Et ensuite on notera que au niveau des pare-soleil, on n'a pas d'éclairage de courtoisie, et ça c'est un petit peu dommage sur une voiture de ce standing. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'intéresser aux places arrière, où là vous pouvez le constater, c'est comme à l'avant, c'est très bien dessiné, c'est bien fini. On a les haut-parleurs ici. On a une banquette 3 places qui est vraiment très très large. Alors bon, le passager central sera un petit peu moins à l'aise évidemment comme toutes les berlines 3 places. Mais surtout, ce que vous pouvez constater, c'est qu'on a beaucoup de place aux jambes. Parce qu'on n'a pas de tunnel de transmission. Les batteries sont dans le plancher, elles sont en dessous. Donc c'est très bien pour le centre de gravité, pour la tenue de roue de la voiture. Mais surtout, on a beaucoup de place. À l'arrière, on a des aérateurs avec des prises USB. Non, c'est vraiment pas mal. On a des éclairages à LED. Et surtout, ce qui est impressionnant sur cette voiture, comme vous allez pouvoir le constater, c'est le coffre, parce que déjà, on peut l'ouvrir de manière automatique. Voilà. Et là, surtout, on a un volume exceptionnel de 750 litres. Oui, vous entendez bien, 750 litres. Hein. C'est vraiment un coffre très vaste. On a beaucoup de place.
On a des rangements en dessous, hein, évidemment ça participe au volume. Sur les côtés, on a une tablette rigide, alors ça c'est un petit peu dommage, mais bon, ça fait partie de l'équipement, c'est comme ça, donc on peut la mettre dans le coffre. Je vais le moduler comme ça, voilà. Et là on peut rabattre la banquette arrière qui est en deux parties, et ça nous donne un volume de 1800 litres. Alors attention, quand je dis 1800 litres, c'est parce qu'on a 100 litres de coffre à l'avant. Mais enfin, pour une berline, ça reste quand même super exceptionnel, hein, franchement. Même des SUV ne sont pas à ce niveau. Et là, je dois dire bravo à Tesla, parce que franchement, on a un volume de chargement exceptionnel. Et là, on peut fermer le coffre. Voilà. Et ça sonne toujours, hein, comme toujours, pour la sécurité. Non, un très très bon point, cette Tesla, sur le plan de l'habitabilité, du chargement. C'est vraiment très très grand. Alors la Tesla, elle est surprenante sur le plan technique, mais elle l'est aussi au niveau de la conduite, hein. Sincèrement, quand on passe derrière son volant, on est un petit peu déstabilisé. Déjà parce qu'on a ce gros volume, hein, elle est vraiment très grosse. Ensuite, quand on est à l'intérieur, eh ben, on ne voit pas forcément les coins de la voiture. Alors heureusement, on est aidé par les caméras qui surveillent les alentours de la voiture et qui nous indiquent les éventuels dangers. Mais au-delà de ça, ce qui surprend, c'est quand même le silence, hein. Sincèrement, c'est un silence de cathédrale, c'est assez impressionnant. On n'entend rien, on n'entend que les bruits d'air. C'est vraiment très très agréable. Ensuite, on a une direction qui est quand même assez directe, hein, assez réactive, mais au-delà de ça, on a un manque d'informations qui remonte dans le volant. Parfois, on est un petit peu perdu et surtout, on le ressent au niveau des grosses accélérations où le train avant est délesté par la puissance. Et du coup, on a un petit flou, hein, c'est un peu vague. C'est pas très grave dans une conduite quotidienne, d'autant plus qu'on peut avoir la conduite semi-autonome. Alors, rien de plus simple, hein, on appuie au niveau du petit commutateur 2 fois. Là, la voiture enregistre la vitesse de la route, c'est-à-dire les 130 km/h comme ici. Et surtout, on a les capteurs qui sont situés au niveau des montants de porte et au niveau du pare-brise, qui guident la voiture dans son chemin. Donc là, vous voyez, normalement, je ne devrais pas lâcher le volant, je devrais le tenir, mais c'est pour vous montrer. De toute façon, la voiture va me dire mettez les mains sur le volant parce qu'elle détecte que je n'ai pas les mains sur le volant. Et c'est quand même assez surprenant, hein. La voiture suit sa voie sans bouger. Au-delà de ça, elle adapte sa vitesse par rapport à la voiture de devant. Si je veux doubler, je mets mon clignotant, je mets une toute petite impulsion, elle change de voie. Elle va raccélérer par rapport à la voiture qui est devant pour aller à 130 km/h. Je remets mon clignotant à droite, elle se rabat toute seule. Non, c'est vraiment génial et surtout, elle freine toute seule. Si moi, je vois pas que la voiture de devant freine, et ben, elle va réagir, elle va s'arrêter. Et ce système est vraiment très bien dans les bouchons, entre autres sur le périphérique parisien, où là, la voiture suit les traits et elle avance toute seule, elle s'arrête toute seule dès que le véhicule qui me précède démarre ou s'arrête. Non, vraiment un système très agréable, un peu déstabilisant au début. Alors ce qui surprend aussi, hein, sur cette Tesla Model S dans cette version 100D, c'est la puissance des moteurs, hein. Et au-delà de ça, on a une puissance qui arrive instantanément, la voiture repart sans inertie et surtout on a cette allonge, hein, continue, on n'a pas de passage de rapport, c'est très direct. C'est vraiment très agréable. Alors évidemment, c'est au détriment de la consommation de la batterie, mais c'est bien pratique pour sortir d'un mauvais pas. Bon, alors au niveau des chiffres, hein, avec cette puissance, la Tesla, elle est donnée pour des performances intéressantes. Déjà, elle est donnée pour 250 km/h, qu'on ne va pas vérifier évidemment sur notre réseau français. Mais au-delà de ça, c'est l'accélération qui, sur le 0 à 100, est donnée pour un chiffre de 4 secondes 3, qu'on va tout de suite vérifier comme à l'accoutumée. Alors la Tesla Model S, hein, elle offre un niveau de confort assez élevé, hein, sincèrement, elle est vraiment très très agréable. Là on est sur autoroute, la voiture est comme un tapis volant sur la route, hein, franchement c'est assez hallucinant. Il y a 2 raisons à ça. Déjà on a des sièges qui sont très confortables, hein. D'une part ils sont très bien dessinés, ils maintiennent très bien, ils sont semi-baquets, on est calé, on a des appuis-têtes qui tombent vraiment très bien au niveau de la tête, ils sont vraiment très bien intégrés. Et puis surtout, on a des multiples réglages, entre autres avec le réglage des lombaires, c'est vraiment très agréable, on trouve facilement une position de conduite. Et au-delà de ça, on a une suspension qui est quand même très intéressante parce qu'elle offre de la souplesse et du confort. Mais on peut la régler, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis sur autoroute, je suis à 130 km/h. Elle s'est mise en position basse automatiquement, ce qui évidemment favorise l'économie d'énergie, parce qu'elle pénètre mieux dans l'air. Mais on peut passer en mode standard, c'est-à-dire qu'elle va se relever, elle va remonter. C'est ce qu'on utilise en général en ville.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un petit peu de route de campagne. Et ensuite, je vous ai réservé une petite surprise. On va en direction de Bovard au circuit des Écuyers et on va tester cette voiture sur le circuit parce que j'aimerais bien me rendre compte de son potentiel au niveau du châssis. Parce qu'on a quand même une voiture qui a de la puissance, mais au-delà de ça, on a une voiture qui est très lourde. Comme je disais, 2 tonnes 2. Et je voudrais voir un petit peu le comportement de la voiture sur un circuit un petit peu sinueux. Bon alors je suis arrivé sur le circuit des Écuyers et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller rejoindre Arnaud qui avait essayé l'Abarth 124 Speeder dans un précédent essai que vous pouvez retrouver sur la page YouTube de Test en Driving et il va tester la Tesla sur le circuit. Bonjour Arnaud, je suis heureux de te retrouver. Donc Arnaud, tu avais essayé l'Abarth 124 Speeder sur le circuit des Écuyers, pardon. Aujourd'hui j'ai envie de te faire tester la Tesla. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Dans sa version 100D, donc qui est une version double moteur, dual moteur, d'où le D. Ouais. Donc on a une batterie de 100 kW dessus et comme je le disais, on a 2 moteurs, un moteur sur l'essieu avant, un moteur sur l'essieu arrière, donc une 4 roues motrices sans arbre de transmission, ouais. Donc, avec les batteries dans le plancher. Sur cette voiture, on a des jantes de 21 pouces avec des pneus de 235 35 21. 21 pouces. Oui, 21 pouces. Oui, c'est vrai qu'elles ont l'air grandes d'ici. Voilà. Oui. Et surtout, tu as 422 chevaux disponibles pour 660 Nm de couple. D'accord. Donc ça te fait un 0 à 100 en 4 secondes 3, une vitesse maximum de 150 km/h. C'est un beau joujou. C'est un beau joujou, on peut déjà s'amuser. Ouais. Donc voilà, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre place dans la voiture et puis tu vas nous emmener Okay. faire un tour de circuit. Allez. Ok. Donc c'est parti, on est sur la ligne de départ pour faire un tour sur le circuit des Écuyers. Donc Arnaud, bah, c'est à toi, c'est quand tu veux. D'accord, allez, on est parti. On va voir ce que ça donne sur le Bah circuit. oui. On est venu pour ça. Alors, comme vous pouvez le voir, on a une cartographie du circuit là. Et alors tout de suite on voit, hein, ça accélère vraiment fort. Ouais, on sent que ça pousse. Hein. Ça pousse vraiment fort. Donc là, au bout de ligne droite, en sortant des stands, on est déjà à 130 Et km/h. j'accélérais pas à fond. Oui, on n'était pas à fond. Voilà, par contre, bien évidemment, c'est pas ce genre de voiture qu'on retrouve très souvent sur circuit. Ouais, c'est pas sa philosophie. Voilà, c'est pas sa philosophie, mais bon, on va voir un peu ce qu'elle donne. Bah, c'est ce que je voulais, parce que je voulais me rendre compte, parce que c'est une voiture qui accélère beaucoup, Oui. et qui quand même tient la dragée haute à certaines sportives, mais après il faut voir un petit peu sur le comportement. Alors ce qu'on peut noter quand même, je sais pas si tu vas affirmer, c'est qu'il y a les sous-vireuses dans déjà. Alors, effectivement, le train avant, il a du mal un peu à s'inscrire. J'ai tourné avant avec plusieurs autres voitures là, et c'était beaucoup plus incisif du train avant. Ouais. Par contre, ce qu'on remarque tout de suite, pour une voiture qui est quand même d'une assez grosse taille, etc., c'est qu'il y a assez peu de roulis, hein, malgré le fait qu'on a l'impression que les suspensions sont assez molles. On s'attend à une suspension très molle et donc pas mal de roulis en virage, mais en fait non, pas trop. Mais ce qu'on remarque surtout avec ces voitures électriques, c'est que justement vu que les batteries sont placées très bas, Ouais. le centre de gravité est en fait très bas, donc c'est l'intérêt de ces voitures électriques, c'est ça, hein, c'est d'avoir un centre de gravité très bas. Ouais, Donc ça permet d'avoir moins de roulis. moins de roulis. Alors là, c'est ici où elle a du mal à aller. Ouais. Là, je sens, elle a du mal à pivoter, vraiment. Il faut vraiment attendre, être très patient. Le train avant, voilà, en sortie aussi, hein, c'est vraiment très paresseux. Là, voilà, je suis rentré, j'avais l'impression pas trop vite. Et on sent pas grand chose au volant. Ouais, en fait, C'est on a un pas gros de défaut, on n'a pas d'info au volant. Malgré on l'a mis en mode sport. Hein. Ouais. Le volant, la direction, il y a plusieurs réglages possibles. Voilà, faut vraiment, ben voilà, c'est une voiture, il faut rentrer lentement et sortir vite. Utiliser vraiment la puissance du moteur. Les accélérations instantanées, ben, c'est tout petit peu d'accélérateur et boum. Par contre, bon là, je viens de prendre un peu du vibreur, c'est très confortable. Ouais, on les survole. On n'a pas du tout sauté. Ce qui est stupéfiant, c'est la poussée du moteur. C'est linéaire, c'est continu, c'est impressionnant. Et par contre, alors, pour doser justement cet accélérateur, pas évident, parce que 1 mm de course, et c'est tout de suite 5 km/h. Hein. Et au niveau du freinage, tu sens des amorces de perte Non, pas du tout. Il n'y a pas de. Par contre, je trouve que pour doser, c'est pas évident. Il n'y a pas une attaque très franche. Ouais. Alors, ce qui est étonnant aussi en fin de freinage, lorsqu'on enlève son pied du frein, il y a encore beaucoup de frein moteur. C'est comme si je continuais à freiner alors que j'ai plus le pied sur le frein. Ouais, je crois que c'est dans les settings, hein, c'est dans les paramètres. Ouais. On a sûrement mis la régénération maxi.
Ah, tu l'as remis, bon, on peut le modifier hein, si tu veux. Hop, on va le faire. Ouais, réduit. Voilà, je te le mets en réduit. Alors, on va voir si ce... Ah voilà, c'est beaucoup mieux. Lorsqu'on enlève le pied du frein, on a effectivement plus l'impression d'avoir encore le pied sur... D'un autre côté, on ne veut pas lui en vouloir hein, de son comportement sur circuit parce que déjà, elle n'est pas faite pour ça. Et ensuite, c'est quand même une voiture qui pèse 2 tonnes 2. Ah oui, c'est sûr. Du coup, il ne faut pas trop lui en demander, c'est plus fait pour rouler. Mais bon, c'était intéressant de voir un petit peu le comportement sur circuit. Alors, on sent une amorce de piochage un peu quand même au niveau des trains roulants. C'est pas très rigoureux, c'est... Voilà, bon. Mais encore une fois, hein, c'est pas la philosophie de la voiture. Bien entendu, mais c'est intéressant de voir ce que ça peut donner sur circuit si on a envie d'en faire un petit peu, vu la puissance du moteur. Ouais. Hein, c'est quand même une voiture très performante, donc on peut être amené, pourquoi pas, à se faire plaisir une demi-journée sur circuit. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire, je dois vraiment rentrer assez lentement et sortir vite. C'est sûrement la technique pour préserver ses pneus avant, je pense déjà. Et essayer d'être vraiment très propre, on ne peut pas la brusquer, c'est pas une voiture brusque. On peut quand même saluer le travail des ingénieurs chez Tesla, hein, qui franchement ont fait un beau boulot, parce que c'est quand même pas commun, un moteur avant, un moteur arrière, bien sûr, sur les essieux. Passer la puissance sur le circuit comme elle le passe, on sent les transferts de masse, hein, on la sent bien là. Et on sent les trains qui raccrochent, pour moi c'est ce que je ressens en passager. Ouais. Là on a des différences d'adhérence, hein. Donc là la voiture évidemment elle est embarquée, elle a été saturée. Et voilà, alors pour suivre une Clio RS, ben faut... c'est pas évident. Mais encore une fois, on le répète, c'est pas sa philosophie. Mais là je pense qu'avec des pneus normaux, des pneus été, on pourrait largement tenir la Clio. Donc voilà, c'était pour vous faire découvrir la Tesla sur un circuit. Hein. On est venu à Beuvard, au circuit des Écuyers. On remercie Arnaud de nous faire ce tour de baptême. Et puis on va aller débriefer dans les stands, tu vas nous dire exactement ce que tu en penses. Donc voilà, on vient de revenir du tour sur le circuit des Écuyers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débriefer avec Arnaud et il va nous expliquer un petit peu son ressenti sur ce circuit. Arnaud, je te donne la parole. Alors, ton avis? Alors mon avis, il est un peu partagé, mais bien entendu c'est une voiture qui n'est pas adaptée au circuit, on le sait, c'est une voiture sur le grand tourisme, sur la route c'est très confortable, très rapide. Alors pour le circuit, maintenant, l'utilisation de circuit, aujourd'hui dans les conditions d'aujourd'hui avec les pneus neige, il faut préciser qu'on a des pneus neige, au point du moteur, au point de vue des sensations d'accélération, etc. c'est fantastique, bien entendu l'électrique coupe tout de suite, donc chaque chantier de virage se solde par des accélérations vraiment très franches et ça roule vraiment fort, très fort, sans bruit. Ça relance vraiment très bien. En revanche, l'accélérateur, pas évident à doser dans le setting qu'on avait nous qui était en sport, parce qu'en confort c'est vraiment très mou, donc ça ne va pas. En sport c'est très réactif, pas évident à doser, mais bon voilà, c'est une question d'habitude aussi. Après, au niveau du freinage, c'est une voiture qui freine bien, mais qui ne va pas freiner très longtemps sur le circuit en utilisation vraiment intensive, comme ici aux Écuyers où il y a quand même pas mal de freinages successifs. Encore on le rappelle, c'est pas sa philosophie. Ce n'est pas sa philosophie, donc bien entendu la voiture freine très bien. Par contre, encore une fois, c'est au point de vue du dosage. Le dosage du frein n'est pas évident. On a pareil testé 2 configuration avec la récupération d'énergie. La récupération d'énergie maximum ne permet pas de piloter, c'est pas possible, parce que lorsqu'on a le pied, quand on reprend les gaz, en fait, on a un instant, on a encore beaucoup de frein. Alors que l'autre setting, par contre, permet un feeling beaucoup plus naturel. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus de frein, on n'a vraiment plus beaucoup de frein du tout, donc c'est plus naturel comme une voiture normale. L'endurance des freins par contre sera un problème, bien entendu. Et au niveau du châssis, ton ressenti? Châssis, moi j'ai trouvé ça plutôt sain, malgré des suspensions qui sont souples et confortables. On a pris une paire de vibreurs, les vibreurs aussi ici aux Écuyers c'est quand même assez haut. C'est la voiture la plus confortable dans laquelle j'ai pris les vibreurs ici, sans aucun souci. Peu de roulis malgré ces suspensions très souples, réglées plutôt souples, très peu de roulis. Encore une fois, on l'a dit sur le circuit, le fait que les batteries soient tout en bas, centre de gravité très bas, assez peu de roulis. Moins que ce qu'on pourrait penser. Effectivement. Mais clairement, encore une fois, c'est pas une voiture très rigoureuse au point de vue pilotage. Ça va pas, c'est pas adapté à ce type de mais on sentait bien les transferts de masse quand même. On sent bien, oui, elle répond, elle peut partir un peu en place arrière.
Ça c'est de la physique de toute façon, n'importe quelle voiture, hein, mais elle a du mal, elle est paresseuse, voilà, Ouais. c'est clairement... Et d'un autre côté, sa puissance extrême, ça délaisse vachement le train avant et du coup on a senti qu'on avait quand même des amorces de perte d'adhérence. Oui, oui, sous-virage, Et sous-virage, et puis aussi on sent un petit flottement dans la direction finalement. Alors la direction, oui, c'est un point aussi assez... Alors beaucoup de voitures de nos jours n'ont pas beaucoup de ressenti, celle-là en particulier. J'ai trouvé que les petites amorces de sous-virage, on les ressent peu, pas assez. Ouais. Donc ça c'est un souci, hein. Ouais. Au point de vue de pilotage, on ne ressent pas vraiment Mais les choses. toujours à cause peut-être des pneumatiques Très possible, contact. c'est très possible que les pneus soient aussi en tout à cause. fait. Bon alors Arnaud, après ce petit débriefing, je vais te poser une question. Est-ce que tu achèterais cette voiture ou pas? À titre personnel. À titre personnel. Ah bah écoute Steve, je pense que oui. 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 Si j'avais les moyens de m'offrir une voiture comme celle-là, pourquoi pas, c'est différent, c'est confortable, il y a de la place, hein, il y a 5 places. Tout à fait. C'est plutôt luxueux, c'est plutôt bien fini, c'est différent aussi, c'est ça qui est intéressant, Oui, je ça trouve. change. Ça change. Ça change des Par rapport standards, à des voitures ouais. dont on a l'habitude. Le tableau de bord, tout ça, c'est quand même un univers Tesla. Hein, il y a vraiment un univers Tesla. Ça roule très fort, c'est confortable. Il n'y a que l'autonomie peut-être qui me ferait encore mais c'est bien étudié. Mais c'est bien étudié. Mais sinon, oui, tu as une borne tous les 250 km sur l'autoroute, donc tu peux donc a priori, il n'y a pas de souci. Il suffit juste de changer sa manière de se déplacer et prendre son temps. Et pas appuyer à fond gaz tout le temps. Non, il faut changer sa philosophie. Voilà. Bon, bah Arnaud, on te remercie beaucoup. Et on te retrouvera certainement pour des prochains essais parce qu'on a plein de petits projets en cours. D'accord. Impeccable. Je serai là. Super. Je serai Merci. là. Merci. Salut.